Espace TV, le 22h. De ce jeudi 24 février 2022, la Cour des comptes a déposé son rapport d'audit au Conseil national de la transition. Les faits de corruption, de passation de marché sont mentionnés dans ce document d'audit qui couvre la période de 2017 à 2020. Une copie de ce document a été aussi transmise à la présidence de la République. Tolo est une sous-préfecture située à 23 km de la préfecture de Mamou. Cette localité, malgré ses énormes potentialités agro-pastorales, est enclavée due à la mauvaise piste rurale, une situation que déplorent ses habitants qui plaident en faveur de projets de développement pour leur zone. Et en fin de journal, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité des sports avec la défaite de Sili Handball Junior Dames face à l'Égypte ce jeudi soir au gymnase du stade du 28 septembre. Pour plus de détails avec notre spécialiste maison des questions sportives, Alcini Baldi. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire, la Cour des comptes a effectivement déposé son rapport d'audit au Conseil national de la transition ce jeudi. Avant ce dépôt, une copie a été transmise à la présidence de la République. Des faits de corruption, de passation de marché sont mentionnés dans ce document d'audit qui couvre la période de 2017 à 2020. Plus de précisions avec Mamoudou Bouler Diallo, Aboubakar Kekebangoura. Cet exercice habituel vise à crédibiliser la gestion de la chose publique. Le document servira aussi de base pour les conseillers nationaux afin de participer pleinement au contrôle de l'action gouvernementale. D'ailleurs, plus clairement, le contrôle de la feuille de route du gouvernement. Alors si nous avons des éléments d'appréciation, des éléments d'évaluation et des recommandations sur le bon fonctionnement des comptes publics et d'une manière générale du bon fonctionnement des institutions publiques, ça peut nous permettre de bien faire notre boulot. Dans le rapport, le premier président de la Cour des comptes informe qu'il y a des chiffres sur des cas de corruption. Il permet de situer les glos d'étranglement et de trouver des pistes de solutions. Les missions de la Cour des comptes partent de la sauvegarde du patrimoine public et le contrôle de la sincérité et de la transparence de la gestion publique. Et ensuite, l'amélioration des techniques et méthodes de gestion publique, la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics et aussi l'amélioration de l'action administrative. Il y a des données financières également qui prouvent que dans certains cas, les dispositions du Code des marchés n'ont pas été respectées et dans d'autres également, il y a des dispositions, il y a des interrogations à se poser sur la gestion publique. Pour un travail efficace, le président du CNT tend une main franche à tous ses collaborateurs afin de sortir la Guinée de son cycle vicieux de corruption, de détournement des fonds publics, entre autres. Pendant cette période sensible de l'histoire de la Guinée, que nos deux institutions puissent travailler de concert, d'abord dans le respect du principe de séparation des pouvoirs, mais en mettant un accent particulier sur la collaboration entre les pouvoirs pour que l'action publique puisse être assainie pendant cette période et d'ailleurs pour qu'on puisse aller vers le changement total des pratiques et même des paradigmes dans la gouvernance publique dans notre pays. Les prochains jours, l'ensemble des conseillers nationaux vont se familiariser avec le rapport afin d'agir efficacement, informe le président de l'institution. Lutte contre le coronavirus, les autorités ont procédé au lancement ce mercredi à la Maison des Jeunes de Kindia de la deuxième phase de la campagne de vaccination accélérée contre la pandémie. C'est le ministre de la Santé, accompagné de son homologue de la jeunesse, qui a procédé à ce lancement. Le film de la cérémonie sera dans nos prochaines éditions d'information avec Abdoulaye Waye Touré et Djibril Kamara. La Confédération nationale des travailleurs de Guinée CNTG a débuté ce jeudi son 18e congrès national à Conakry. Pendant 2 jours, les congressistes venus de partout à travers le pays vont amender les textes juridiques du mouvement, puis passer au renouvellement du bureau exécutif syndical. Bernard Koundouno, Aboubakar Din Kamara pour le compte-rendu. Cette première journée qui a mobilisé tous les représentants du pays et les organisations syndicales nationales affiliées a tout d'abord permis aux congressistes de revoir et amender les différents textes juridiques du mouvement. Essayer de faire le toilettage de nos textes juridiques, notamment le statut, le règlement intérieur et le règlement financier. La seconde phase va être l'élection du bureau confédéral de la CNTG.
Le gouvernement de transition, à travers le ministère de la fonction publique, a marqué sa présence auprès des congressistes pour présider les travaux. Les organisations syndicales jouent un rôle important, voire crucial dans la préservation du droit des travailleurs, en s'assurant du respect de la réglementation en matière de travail en Guinée. Mesdames et messieurs, au nom de Monsieur le ministre du Travail et de la fonction publique, je vous invite à un congrès paisible au cours duquel vous échangerez vos idées et procéderez à l'élection des responsables de votre centrale. À tour de rôle, les tout premiers syndicalistes ont apporté leur soutien à la tenue de ce congrès. L'unité entre les syndicalistes pour la consolidation des acquis du syndicat guinéen sont entre autres les recommandations de ces aînés. Tous ces faits et d'autres nous invitent au sens de responsabilité pour faire de notre congrès une ultime occasion de mettre au cœur de vos débats l'unité des organisations syndicales. Le Conseil syndical 2022 prendra fin ce vendredi 25 février à Conakry par l'élection du nouveau bureau. Le candidat sortant a officiellement annoncé sa candidature à sa propre succession à la tête de la CNTG. Nous restons toujours sur le même sujet, alors qu'un congrès se prépare demain vendredi pour élire un secrétaire général à la tête de la CNTG. Des syndicalistes de l'éducation et d'autres secteurs brandissant des pancartes font un sitting devant le Conseil national de la transition pour demander le départ d'Amadou Diallo. Le secrétaire général de la CNTG s'apprête à briguer un nouveau mandat, ce qui est, disent-ils, contraire aux principes et valeurs des organes syndicaux. Djibril Ba, Aliouba. Sur des pancartes où on peut lire « Vive le changement à la CNTG », ces syndicalistes du SLEG, de la FSPE, du SME et des mines ne veulent plus voir Amadou Diallo à la tête de la CNTG. Le ministre de la fonction publique a échoué. Ce n'est pas un ministre qui peut promouvoir le dialogue social. Il nous dit que nous ne sommes pas ses interlocuteurs, que ses interlocuteurs sont les centrales. Qui peut nier la force de l'intercentrale de l'éducation? Qui peut nier? Il est temps qu'Amadou Diallo parte, ont martelé ces syndicalistes. Pour eux, il n'est pas en mesure de défendre les intérêts des travailleurs. Si l'article 39 demandant la mise à la retraite, la mise à l'écart de tous les agents de l'État ayant fait valoir les droits à la retraite, de ne plus agir au nom des agents de l'État. Voilà. Voici que cette même loi rattrape Amadou Diallo et Amadou Diallo refuse de respecter cette loi. On a fini par comprendre que la CNTG est une structure inféodée et que les vieux qui sont là, ils ne défendent que leurs intérêts. Parce que nous, on a été victimes d'une injustice, on n'a jamais été défendus. Alors qu'Amadou Diallo et ses pairs de la CNTG peaufinent les textes juridiques pour le congrès de vendredi, ils lancent des pics à ces syndicalistes. Je rappelle que le syndicat n'est pas une école d'exclusion, ni une entreprise de dénigrement. De ce bras de fer découle le manque d'implication de l'inspection générale du travail. Pour l'heure, l'on ne sait pas jusqu'où ces syndicalistes sont prêts à aller. Le 12 janvier dernier, un fichier de 8703 enseignants contractuels a été publié à la suite d'un arrêté par le département de l'éducation. Dans ce fichier, il a été signalé des anomalies et des omissions. De ce constat, une commission a été mise en place pour rectifier les erreurs. L'heure est au bilan de la restitution par les bénéficiaires. Cette volonté, faut-il rappeler, des nouvelles autorités se veut de combler le déficit des encadreurs dans les concessions scolaires. Malik Sangiana Kamara, Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Ces enseignants contractuels sont à la recherche de leur intégration à la fonction publique. Une volonté qui coïncide avec le déficit du personnel enseignant dans le pays. Ce qui ne laisse pas indifférent le ministre de la fonction publique et du travail et le ministère de l'éducation. Récemment, un fichier a été publié par ces départements, mais il comportait des anomalies. Il était question de l'assainir. Le fichier est déjà déposé aux autorités et nous leur demandons que nous avons hâte rejoindre nos postes d'affectation afin de resservir l'école de la République dans un bref délai. Ces enseignants sont prêts à servir l'État. Toutefois, ils ne souhaitent pas un concours pour leur intégration à la fonction publique. Nous leur avons dit que nous ne sommes pas
tout prêts pour participer à un concours. Parce que tout simplement, les concours en République de Guinée, nous savons comment est-ce qu'ils sont organisés. Mais s'ils veulent réellement nous évaluer, nous avons confiance à la compétence que nous avons, à notre capacité intellectuelle, académique et pédagogique. Ils peuvent venir nous évaluer en situation de classe. En janvier dernier, le ministère de l'enseignement préuniversitaire a fait un arrêté d'affectation de 8 703 d'enseignants contractuels, ce qui a réjoui à plus d'un titre les concernés. Direction l'intérieur du pays, le collège de Cinco, dans la préfecture de Beila, construit depuis 1968, n'a jusque-là bénéficié d'aucune rénovation. Aujourd'hui, avec un effectif de plus de 1300 élèves, les apprenants et encadreurs travaillent dans des conditions difficiles. Hormis l'état délabré de l'infrastructure, le collège connaît un manque criard d'enseignants. Les détails, c'est avec André Mossié-Minimono, Aboubakar Kekebangora, de retour de Beila. Vieille de plus de 50 ans, ce collège est l'une des premières écoles construites ici, à Cinco. Il reçoit à ce jour 1360 élèves qui étudient dans des conditions assez pénibles. Depuis sa création en 1968, ce n'est que cette année que les communautés villageoises ont pu refaire la peinture. Qui nous a aidé à daller un peu les salles de classe et arranger les salles qui étaient très mal, très mauvaises. Donc là, ça a été un groupe de soulagement pour nous. Mais sinon, l'école doit être renouvelée là où il est maintenant là. Voici le seul point d'eau utilisé par un millier de personnes. Un vieux puits de plusieurs années d'existence. La nature de cette eau n'est pas une préoccupation pour eux, puisque c'est le seul puits. La bibliothèque de l'école en chantier depuis longtemps sert de dépotoir pour les élèves. Mais selon le principal du collège, le véritable calvaire ici, c'est le manque d'enseignants. Je n'ai qu'un seul professeur de français titulaire. Tout le reste, c'est des contracteurs communautaires. 2, la physique. Pour tous les groupes pédagogiques, les 13 groupes pédagogiques que j'ai ici, il n'y a qu'un seul professeur titulaire en physique. Géographie, il n'y en a même pas. Histoire, il n'y en a même pas. La majeure partie des enseignants titulaires qui sont mutés ici font juste 3 mois de service, puis disparaissent et ne reviennent plus. Ceux qui restent sont parfois obligés d'enseigner plusieurs matières à la fois, comme cet enseignant qui a déjà passé plus de 10 années ici. J'étais venu avec beaucoup d'autres avec lesquels j'ai été muté à la fois. D'autres ils ont refusé catégoriquement de rejoindre. Mais moi, je suis venu, il y a des gens, des communautaires qui sont là, qui nous épaulent. Mais franchement, s'il n'y a pas de titulaire, vraiment, c'est un manque à gagner. À la fin de chaque mois, les communautés villageoises déboursent plus de 5 millions de francs guinéens pour la prise en charge des enseignants contractuels. Dans les marchés de Conakry, le poisson, une denrée fortement prisée par les populations, se raréfie et coûte cher. Les pêcheurs artisans seraient à l'origine de cette situation. Les femmes vendeuses les accusent de spéculation et d'autres pratiques qui engendrent la cherté des produits halieutiques dans les marchés. Nos reporters Jenny Bemba Koulibaly et Ibrahima Sengsouma sont allés pour chercher à comprendre. Suivez. Dans les marchés de Conakry, le poisson incontournable dans l'alimentation guinéenne a tendance à s'acheter à prix d'or. Le secrétaire général de la Fédération patronale de la pêche industrielle de Guinée nous donne les raisons. Madame la ministre a fait, le secrétaire général l'a fait. Actuellement, le centre de surveillance est en train de réguler sur beaucoup de situations qui étaient confuses à l'époque. Maintenant, vous avez vu, il y a tous les quais plein de poissons. Maintenant que ça quitte au port, que ça parte au marché, ça c'est le domaine des femmes. Maintenant, à l'étalage, c'est là-bas le problème, madame. Selon ces vendeuses de poissons, la hausse des prix des produits halieutiques sur les marchés de Conakry s'explique par la complicité des étrangers qui achètent en grande partie ces poissons avec les piroguiers guinéens pour les revendre à un prix élevé aux femmes étalagistes. Avant, c'était facile. Les piroguiers nous donnaient les poissons pour revendre. Mais actuellement, ce sont les étrangers qui achètent les poissons au même peu cher pour revendre aux étalagistes à un prix exorbitant. C'est pourquoi le poisson est cher au marché. Les pêcheurs artisans avancent, eux, comme argument, la surpêche par les gros chalutiers, le manque de carburant, sans occulter les problèmes de moteur. Les petits pirogues là, et ils n'osent pas aller loin quoi. Quand vous partez loin là, vous allez rencontrer avec les gros pirogues là.
des fois ils gâtent les filets quoi. Pour y remédier, Aboubakar Kaba invite l'État à réglementer le secteur tout en mettant en place une commission de surveillance. Ce qu'il faut, c'est un suivi régulier, contrôle rigoureux. C'est très important. Parce qu'il y en a qui, vous avez vu des frigos, combien? Il y en a presque une vingtaine. Stockent le poisson jusqu'au moment où il y a rupture pour le ressortir et mettre aux enchères. Pendant ce temps, les ménages traînent les difficultés avec la dépense journalière fortement impactée ces derniers temps. L'escadron de la gendarmerie mobile d'intervention numéro 3 de Sanoya vient de procéder à la présentation de 3 individus ce jeudi à la presse. 2 sont cités dans une attaque à main armée survenue hier mercredi. Le troisième, lui, est accusé de vol d'une voiture dont le propriétaire est son maître coranique. Les 3 personnes ont été déférées au TPI de Koya pour répondre des faits d'accusation qui leur sont reprochés. Antoinette Dédéonivogui, Abdoulaye Kamara. Il faisait exactement 11 heures quand Amara Sidibé et Mohamed Doumbouya se sont fait passer pour des clients devant une boutique d'Orange Money et d'articles divers. C'est d'abord Mohamed Doumbouya qui est passé en première position pour se placer devant le comptoir. Le temps pour son complice Amara Sidibé de sortir une arme de la marque PMAK pour influencer le propriétaire. Malheureusement pour eux, sortis dehors, Sidibé encore a voulu faire des coups de feu pour dissuader la population. Et l'arme n'a pas fonctionné. C'est à partir de ce moment que les populations se sont ruées contre eux, ils les ont neutralisés, l'arme leur a été retirée, ils ont commencé à les passer à tabac. Grâce à l'escadron de la gendarmerie mobile d'intervention numéro 3 de Sanoya et la collaboration des populations, les 2 jeunes ont été mis aux arrêts et conduits d'abord dans un espace de santé car froidement tabassés par la foule. Ils ont tous été interrogés et Doumbouya, lui, il reconnaît les faits à eux reprochés. Cependant, Sidibé, il a refusé catégoriquement de parler. Au regard donc des investigations menées dans cette affaire, il ressort qu'il existe des indices graves et concordants de nature à engager des poursuites contre ces 2 présumés pour vol à main armée. Un autre cas, c'est celui de ce jeune qui a volé cette voiture appartenant à son maître coranique. Malheur pour le jeune, la voiture s'est éteinte par faute de carburant après une distance parcourue par le présumé voleur. Et nous avons été informés de cette tentative de vol et immédiatement il a été interpellé. Il a reconnu les faits qui lui sont reprochés et il est là présent devant nous. Après leur présentation, les 2 présumés malfrats et un autre présumé voleur ont été devant le procureur de la République près le TPI de Koya pour répondre des faits d'accusation qui leur sont reprochés. Tolo est l'une des 13 sous-préfectures de la préfecture de Mamou, située à 23 km du centre-ville. Elle dispose d'énormes potentialités agropastorales. Cette localité est enclavée due à la mauvaise piste rurale, même si les travaux de reprofilage ont été lancés par l'ancien gouvernement d'Alpha Condé pour son désenclavement. Ceux-ci n'ont duré que pour 8 mois sans succès. Cette situation met les autorités et citoyens dans un véritable calvaire. Abdoulaye Diallo. À l'image de la route nationale Mamou-Labé, celle numéro 7 Mamoun-Tougué qui passe par les sous-préfectures de Tolo, Poredaka, Bodje, Kankalabé est dans un état de dégradation très poussé. Les localités qu'elle traverse sont enclavées à cause de son mauvais état. Mais la plus touchée reste la sous-préfecture de Tolo, à 23 km du chef-lieu de la préfecture de Mamou. Ici, les citoyens tirent le diable par la queue. Nos citoyens qui quittaient Conakry pour rentrer à Tolo n'avaient pas besoin de venir jusqu'à Mamou. Ils partaient à la gare routière, emprunter les routes, les voitures qui vont soit à Poredaka ou à Tougué. Mais maintenant, là, il faut venir jusqu'à Mamou. Si c'est la nuit, ils seront obligés de nous appeler et aller les rejoindre à Mamou pour les faire venir ici, malgré tous les dangers. Donc vraiment, les difficultés ne finissent pas. En novembre 2019, des travaux de reprofilage de cette route nationale pour une longueur de 84 km ont été lancés par le gouvernement d'alors. 8 mois après, le rêve des Jujazés s'est transformé en cauchemar. L'un des membres de l'entreprise en charge d'exécuter les travaux revient sur les causes de l'arrêt des activités. L'avance de démarrage qu'on nous a donné, c'est presque épuisé. On a fait des travaux supplémentaires, qu'on a fait un attachement. On a envoyé à Conakry. Ils disaient qu'ils allaient nous payer au temps du régime de feu, mais ça n'a pas eu lieu. Donc on a attendu. À 2020, rien ne s'est passé.
2021, rien. À 2022, on attend toujours. La sous-préfecture de Tolo, zone à vocation agro-pastorale par excellence, abrite la tête de source du fleuve Bafing et l'Enaïe, mais elle reste enclavée. Les autorités locales tendent leurs mains à l'actuel gouvernement de la transition. Vu aussi que cette route est une route nationale, je crois que c'est la numéro 7 qui va jusqu'à Tougué, nous ne pouvons pas ne pas demander au gouvernement de faire face à cette route-là. Reste à savoir si les cris de cœur des habitants tomberont dans de bonnes oreilles. À l'actualité également, des députés français s'y sont exprimés sur le retrait des soldats français au Mali et l'expulsion de leur ambassadeur par Bamako. Jean-Luc Mélenchon fustige l'attitude des autorités maliennes et rappelle les circonstances dans lesquelles cette intervention a eu lieu. Sébastien Nadolu accuse le gouvernement français d'être responsable de cette escalade verbale entre Paris et Bamako d'une part et la montée en puissance du sentiment anti-français qui se développe. Mamadou Kalisso, décryptage. Le député de la France insoumise foudroie les autorités maliennes. Il proteste vigoureusement contre leur décision d'expulser l'ambassadeur de France au Mali, suivi de la demande de retrait sans délai des militaires français sur le territoire malien. Jean-Luc Mélenchon rappelle que ce sont les autorités maliennes d'alors qui avaient sollicité l'intervention de la France pour stopper la colonne de terroristes qui voulaient marcher sur Bamako. 54 militaires français sont morts dans cette mission, poursuit-il. Par ailleurs, il souligne que la France n'est en aucun cas responsable du double coup d'État intervenu au Mali et le report des élections. Nous ne méritons que le respect, et je veux le dire de toute la force de la famille politique que j'incarne et sans doute de tous nos bancs dans cette Assemblée. Nous savons combien ça nous a coûté 9 ans de guerre, 8 milliards, 3 millions par jour. Qui arme, qui finance les djihadistes? Car si ça nous a coûté 9 milliards, combien ça leur a coûté à eux et qui l'a payé? Ces députés dénoncent également la présence de Wagner au Mali. Sur un ton menaçant, il avertit les Maliens. Et je dis à mes amis maliens que Wagner au Mali, c'est quelque chose qui va coûter très cher aux Maliens. Dans leur vie, dans leurs habitudes, dans leur organisation. Personne n'a rien à gagner à voir de telles bandes de voyous arriver sur un continent et s'interposer entre la volonté démocratique des peuples et sa mise en œuvre. Sébastien Nado, quant à lui, rend Emmanuel Macron responsable de ce qui est arrivé. Il accuse le gouvernement français d'avoir mal diagnostiqué les problèmes au Sahel et le sentiment anti-français qui s'est développé au fil des années. Une situation qui découle du soutien de Paris aux dictateurs africains qui oppriment et affament leur peuple. Ministres et parlementaires Godillot, plateau de France 24, RFI ou de la chaîne parlementaire célèbrent dans une connivence coupable leurs mensonges pour nous expliquer que certains troisièmes mandats sont bons, d'autres pas. Certains putschistes défendent la liberté aux côtés de la France et d'autres pas, la com pour seule boussole. Sébastien Nado estime que le Mali a donné le ton. Bien d'autres nations pourraient lui emboîter le pas. Cet événement tragique, intervenu le 3 janvier 2021, où l'armée française a, dans une frappe aérienne, tué 19 civils réunis pour un mariage, l'interpelle. Rien ne sera plus jamais possible avec le Mali et au Sahel sans excuse officielle de la France ni réparation sur ce sujet, même si nous y avons commis l'irréparable. La pandémie de Covid-19, la crise ukrainienne et bien d'autres conflits géopolitiques minent le monde. Ces députés se demandent comment la France pourrait s'y tenir sans l'Afrique. C'est parti pour la 6e édition des Jeux universitaires. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation et 3 autres de ses collègues qui ont lancé la compétition. Des jeux de maillot, des ballons de football et de basketball ont été offerts aux 20 universités publiques et privées participantes. Cette compétition va se dérouler dans les disciplines de football, basketball et en cyclisme. Alcini Bari, Yacouba Traoré. Absents depuis 2 ans dans les compétitions pour cause de Covid-19, les Jeux universitaires auront bel et bien lieu cette année. Ils vont se dérouler dans 3 zones, Conakry, Kindia et Labé. Ils se feront en football, basketball et en athlétisme et concernent 20 universités publiques et privées. Il y aura des championnats de zone qui vont se dérouler dans ces différentes régions et au finish, la grande finale, la Coupe nationale universitaire aura lieu bien sûr au partir du mois de mars, et plus précisément le 26 mars à Zérékoré, dans les disciplines que nous avions retenues cette année.
Il est question de faire de l'académie scolaire un grenier de talents sportifs, mais surtout créer un cadre propice à l'apprentissage des étudiants guinéens, notamment les conditions fondamentales à leur épanouissement physique et mental. Nous voulons vraiment créer de l'émulation au sein de nos institutions d'enseignement supérieur et prouver qu'au-delà de l'enseignement général, qu'au-delà de la recherche scientifique, qu'au-delà de la formation intrinsèque, il y a aussi un cadre de vie attrayant par le sport, par la culture et entre autres. L'initiative est saluée et encouragée par le ministère de l'Information, de la Pêche, des Postes et Télécommunications qui ont pris part à l'événement. Elles invitent à la pérennisation des Jeux. Les sports universitaires constituent des éléments à part entière qui pourraient constituer à améliorer le système éducatif de façon globale, puisque les étudiants se sentiront beaucoup plus unis et beaucoup plus enclins aussi à travailler en équipe. Le coup d'envoi du premier match sera donné le 26 février à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, entre l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry et la dite université. À présent, place à la dominante de l'actualité sportive. Sur ce plateau avec moi, Alcini Baldé, notre spécialiste maison des questions sportives. Bonsoir Alcini Baldé. Bonsoir Idi, bonsoir à tous. Donc nous entamons cette rubrique sportive par le champion intercontinental de boxe thaï, Mamoudou Keïta, qui est revenu depuis dimanche, mais qui attend toujours de rencontrer les autorités afin de leur présenter sa ceinture. Oui, vainqueur, donc on le rappelle, au mois de décembre dernier, face au Belge Younes Ben Malek, le double champion du monde de la boxe thaïlandaise. Mamoudou Keïta a décidé de revenir présenter son nouveau titre au peuple de Guinée. Dans son ambition, le champion international de boxe thaï veut faire connaître la discipline à travers le pays. Et, le natif donc de Massanta a des projets à faire valoir pour donner plus de visibilité à la boxe thaï dans son pays. On va l'écouter. J'ai beaucoup de projets pour la Guinée encore, c'est pourquoi j'essaye de venir chaque fois présenter mes ceintures ici. Entre-temps, il y a une fédération qui est créée ici par M. Sidibé. Et donc, je suis en contact avec le président de cette fédération pour voir comment évoluer, épanouir ce sport ici en Guinée. Voilà. Si moi j'ai pu être champion, donc à 5 cm, il y a un qui peut être champion. Donc on doit voir comment équiper ces différentes structures. Il faut créer des compétitions parce que sans compétition, il n'y aura pas d'athlètes. Et quand tu as un grand rêve, il faut le nourrir. Tu travailles dur, ça paye toujours. Selon donc les propos de son manager, Mamoudou Keïta ne pourra pas à lui seul développer la discipline dans le pays, mais il pourra apporter sa petite contribution en nouant des partenariats à l'international pour pouvoir mettre en œuvre donc cette discipline ici en Guinée-Conakry. Suivez donc le témoignage de son manager Daouda Kamara. Nous voulons d'abord faire la promotion de ce genre de discipline par l'organisation d'un grand combat, qui sera son dernier d'ailleurs. Et après, on a un peu discuté avec la fédération ISK et la fédération belge de boxe thaï, aujourd'hui qui cherche à s'agrandir au niveau de l'Afrique. Il s'agit aujourd'hui de trouver un partenariat solide entre la fédération belge de boxe thaï, l'ISK, le WACO, qui sont des différentes fédérations. Trouver un partenariat entre eux et la Fédération guinéenne de boxe thaï. Et ce partenariat servira non seulement de la mise en place d'une structure efficace reconnue sur le plan international, ça sera à travers l'appui de la Fédération belge de boxe thaï, mais aussi contribuer dans la formation des entraîneurs, des coachs, des arbitres, des membres du jury. Nous, ce que nous voulons, c'est que des Guinéens puissent représenter la Guinée sur le plan international. C'est-à-dire des Guinéens qui sont formés en Guinée, nés en Guinée, grandis en Guinée, puissent aller dans les grands rings à l'international pour
Le double titré de la ceinture blanche compte rencontrer les autorités sportives du pays, mais pour le moment, ça reste un mystère. Comme vous le savez, il compte soumettre bien évidemment les projets qu'il entend mettre en place pour le développement de cette discipline en Guinée et aussi présenter sa ceinture aux différentes autorités du pays. Est-ce que le programme est-il effectif? Le manager de Mamoudou Keïta nous donne ici plus de détails. Suivez. Depuis le 24 janvier, officiellement, on a adressé un courrier au ministère des Sports pour leur informer que Mamoudou devait être en Guinée pour présenter sa ceinture. Mais bon, rien n'a été fait, on a demandé des choses parce que nous on a même voulu qu'il soit accompagné par la fédération belge ou le président ISK. Mais aucune disposition n'a été prise. Donc jusqu'ici on est en Guinée, on n'a pas été reçu par les autorités sportives, ce qu'on a à faire. Et on fera ce qu'on peut, parce que la Guinée nous appartient tous. Donc on fera comment nous pourrons contribuer au développement socio-économique et culturel. D'après donc nos informations, pour terminer sur ce dossier de boxe taille Mamoudou Keïta, donc il a participé jusqu'ici à 108 combats, tenez-vous bien, pour 72 victoires, 5 nuls, 43 KO. Voilà, donc c'est pour dire que c'est un costaud, c'est quelqu'un qui fait la fierté donc de ce sport pour le peuple de Guinée. Donc la dernière est obtenue face, on l'a dit, au Belge Younes Ben Malek en décembre dernier en Belgique. En tout cas, félicitations à lui et on espère qu'il va rencontrer les autorités afin de leur présenter son trophée. Ouais. D'une discipline à une autre, cette fois-ci on va parler de handball et pas de finale pour en tout cas la Guinée à la Coupe d'Afrique de handball junior dames qui se joue au gymnase du stade du 28 septembre. Ah oui, jusqu'ici c'était un sans faute pour nos filles dames junior en cause donc le Sili junior a été battu donc lors de la demi-finale par l'Égypte 23-28. Match disputé donc ce jeudi soir. C'est la première défaite pour les filles de Jean-Marie Bangoura dans cette compétition en 4 apparitions de handball dames U20. Celle-ci empêche automatiquement l'équipe guinéenne de pouvoir atteindre l'objectif de jouer la finale et remporter le trophée tel que voulu par le président de la Fédération guinéenne de handball, le général de police Mamadou Bapaï Camara. Mais en dépit de cette défaite, il faut le dire, la Guinée compte, tout comme les autres demi-finalistes, ont déjà leur ticket pour le championnat du monde qui aura lieu donc juin-juillet en Slovénie. En finale, donc, l'Égypte sera opposée samedi prochain au gymnase du Conakry à l'Angola qui a fait tomber la Tunisie lors de la première demi-finale 37 contre 27. En revanche, le match de classement pour les 3e et 4e places mettra aux prises la Guinée et la Tunisie samedi. Ce sera donc la 2e fois que ces deux équipes se rencontrent dans ce tournoi intercontinental de handball ici donc à Conakry que la Guinée a le plaisir d'abriter. En tout cas, on espère que la Guinée va rééditer son exploit face donc à la Tunisie, en tout cas remportant cette médaille de bronze. En tout cas, merci Alcine Bardi pour tous ces éclairages sportifs. Et ce journal a été coordonné par Malik Sangiana Kamara et dirigé à la régie par Kadi Fofana et Lamine Sidibé. Merci à tous de votre aimable attention. Je vous invite à suivre la rubrique Public Reportage. Au revoir. Ce tronçon Symphonia-Kabylie connaît un trafic élevé qui a causé sa dégradation. Depuis quelques jours, le groupe Guicopress travaille d'arrache-pied pour achever les travaux. C'est une route à 2 fois 2 voies avec interplein central et 2 voies latérales. La première couche fait 12 cm et la seconde qui est en train d'être faite est de 7 cm. La section courante fait 12 mètres et les 2 fois latérales chacune de 3,50 mètres de largeur. Vous le constatez, on est en train d'appliquer la couche de roulement qui est la dernière couche qui supporte le trafic et la réparation des dégradations sur la couche de base. Cette première voie est achevée depuis la semaine passée. La seconde est en cours. Et pour ne pas gêner les usagers pendant les travaux, l'entreprise a mis en place une stratégie.
Donc on barre un côté où on est séparé par le terre-plein central et pour nous permettre de travailler pour minimiser les accidents et on le travaille à temps pour moins impacter les gens. La joie est immense chez les usagers qui invitent la population à la sauvegarde des routes. Il est à rappeler ici que quand il y a un problème, il ne faudrait pas ici qu'on accuse seulement l'État. Nous savons ici que la politique est à la base de tous les problèmes. Mais il faut dire ici, c'est une responsabilité partagée. Quand Conakry est sale, qui salisse Conakry? Ce n'est pas les Conakrykas. Quand les goudrons sont malmenés comme ça, qui fait ça? C'est les grévistes. Et quand on dit grève, c'est la cessation momentanée du travail par les travailleurs. Ce n'est pas les grévistes, ça. On doit mettre l'intérêt général d'abord devant avant l'intérêt personnel. Donc c'est salutaire, nous sommes très contents parce que ça réduit les embouteillages et ça nous permet vraiment de garder les véhicules plus ou moins longtemps. Et c'est très bien, nous les félicitons, nous les encourageons aussi à faire autant et un peu partout. C'est bien, c'est pour tout le monde. Félicitations à Guicopress. Les travaux finiront début mai. L'équipe rassure de la qualité du chantier et promet d'être dans le délai contractuel. Cette cérémonie de remise des diplômes a débuté par un carnaval. Le départ a été pris au jardin 2 octobre pour le Palais du Peuple. Elles sont au total 90 coiffeuses à bénéficier de leur diplôme. Ces coiffeuses, désormais maîtresses, se réjouissent et remercient leur fondateur pour ces années de travail. Dans la vie, en tant que femme, il faut savoir faire quelque chose. Être femme, ce n'est pas seulement de cuisiner. Notre place, ce n'est pas seulement dans la cuisine. Je rêve d'avoir un grand centre comme mon maître, M. Bilali, et aider aussi la population guinéenne. Le fondateur de l'Institut de beauté Aïssabou a mis en place ce centre pour l'autonomisation des femmes de Guinée en particulier et celles du monde en général. Après 3 ans de formation, il souhaite plein succès à ses coiffeuses dans leur future aventure. Mon souhait réellement pour ces jeunes dames diplômées d'aujourd'hui, de travailler, de gagner des bons emplois, de ne pas rester au chômage, parce que j'en ai réellement confiance en eux. Cette première promotion est baptisée Sékou Keita. Il est le directeur de la communication institutionnelle et de relations extérieures à Orange Guinée. Il remercie le fondateur pour cet honneur et félicite ses diplômés. Il n'a pas manqué de me donner la promotion, sa première promotion de cette institution de beauté, cet institut de beauté, pour que nous puissions accompagner des centaines de dames qui ont pris tout leur temps pour apprendre. Et je peux vous promettre une seule chose, l'accompagnement n'était pas limité seulement qu'à la formation. Inch'Allah, ça ira jusqu'à la vie professionnelle et jusqu'à l'insertion et l'intégration de l'ensemble de ces dames. Une pratique sur les techniques de maquillage et coiffure a été faite sur place par les apprenantes du centre en situation de classe. En 45 minutes, ces coiffeuses en formation ont produit ce que vous voyez en image. Un travail apprécié par le fondateur de l'Institut de beauté, Aïssabou.